Et c'est vous, Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Faux malade et vrai escroc ce matin. Imaginez un vaste coffre-fort rempli de 250 milliards d'euros environ. Spontanément, vous l'équipez de codes, de verrous. Ôtez tout cela, on est dans un système basé sur la confiance. Pour accéder à cet argent, vous n'aurez qu'à vous enregistrer à l'accueil et déclarer combien on vous doit. Bienvenue à l'assurance maladie. Bonjour Franck Bien. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en économie à l'Université Paris-Dauphine. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Ce qui ressort du rapport publié il y a quelques jours par l'assurance maladie, c'est que la fraude est majoritairement le fait des assurés à 54%, mais que ce n'est pas celle qui coûte le plus cher. Sur les 466 millions escroqués, moins de 20% sont le fait des assurés. Comment expliquer ce contraste? Quelles sont les principales tactiques? Donc avant de répondre à cette question, je tiens à préciser plusieurs éléments. Tout d'abord, la fraude à l'assurance est quelque chose de vieux comme le monde. Déjà 2000 ans avant l'an zéro, le roi Mourabi avait mis sur ses stèles qui représentaient le pouvoir politique comment régler ces problèmes de fraude à l'assurance, c'est-à-dire qu'un caravanier perdait sa marchandise, un capitaine de bateau perdait son bateau, était-il responsable ou non? Pour répondre à cette question de fraude d'aléa moral, il y avait juste une seule réponse, on devait jurer devant Dieu qu'on n'était pas responsable. Et dans ce cas-là, la solidarité s'exprimait, c'est-à-dire qu'on remboursait la cargaison, le bateau, les chameaux et ainsi de suite. Je vous donne juste un exemple de la fraude assez amusante aux États-Unis. Jacques Roy, médecin au Texas, a escroqué l'assurance santé de 375 millions de dollars américains. Il s'est donc vu condamné à 35 ans de prison et bien entendu à une amende d'un montant de 268 millions, bien inférieur à la fraude. Ce qui ici pose problème, c'est-à-dire est-ce que cela désincite à frauder en fin de compte? Après, on revient sur le niveau monétaire de la fraude à l'assurance maladie, comme vous l'avez énoncé. Il est mesuré à 466 millions d'euros pour 2023. Il a plus que triplé depuis 2012. Il s'est avéré que la fraude, plus elle est recherchée, plus on la mesure. Et est-ce que cette augmentation que l'on voit ici, assez exceptionnelle, c'est vrai en valeur absolue, l'est-elle également en valeur relative? Si on rapporte les dépenses, si on prend en compte les dépenses courantes de santé qui s'élèvent à 316 milliards d'euros à ce montant de fraude de 466 millions d'euros, on a une fraude de 0,15% en montant, ce qui est relativement faible. Mais si on utilise le rapport des cours des comptes, c'est vrai qu'il y a un rapport un peu à la louche, parce qu'on ne sait pas réellement mesurer la fraude. On se rend compte que le montant de la fraude, c'est à peu près de 4 milliards d'euros, ce qui représente à peu près 2%. Donc là, on se rend bien compte qu'on a un niveau de fraude qui peut commencer à questionner parce qu'elle devient faible mais relativement importante, puisqu'à partir d'un certain moment, si le montant de la fraude devient trop élevé, on va être dans un changement de norme, c'est-à-dire les gens qui étaient plutôt honnêtes peuvent devenir corrompus parce que tout le monde devient corrompu. Vous voulez dire qu'on va se dire, tout le monde le fait, donc moi aussi, je vais profiter un peu du système. Venons-en à nos assurés. Comment fraudent-ils, eux? Comment un assuré peut-il frauder? Il peut aller sur Internet, acheter un kit pour écrire un faux certificat médical. Il peut demander Roland Garros arrive, un certificat médical pour regarder les matchs à la télé, l'Euro de foot, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que la fraude des assurés en montant est plutôt faible. Oui, donc c'est plutôt du côté des professionnels qu'il faut chercher les Oui. malversations. Ce qu'il faut comprendre, Franck Bien, c'est que l'architecture même de notre système de santé se révèle extraordinairement propice à la fraude. Premier exemple, les actes intégralement pris en charge par la sécurité sociale, le patient n'a aucun frais à avancer, le professionnel déclare et facture ce qu'il veut à l'assurance maladie sans aucun contrôle. C'est ce qu'on a observé notamment sur les prothèses auditives, je crois. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai, comme vous le rappelez, notre système de santé est très complexe parce que déjà, tout d'abord, on est, comme le disait Haro dans son article séminal, on est dans un monde d'incertitudes multiples. Le patient va voir son médecin, il reporte mal ses symptômes, la pathologie, on peut avoir des signaux différents pour une même pathologie, et ainsi de suite. Et en de plus, la prestation qui est offerte est un bien de confiance. C'est-à-dire que même après consommation, vous n'êtes pas en mesure de certifier la qualité réelle de la prestation perçue. Donc tout ceci explique pourquoi la fraude peut s'insérer dans ce système-là qui est vulnérable par ces multiples incertitudes. Si on revient maintenant à notre problème d'audioprothèse, qui est un exemple assez phare, qui est souvent cité. Dès 2015, des sites spécialisés alertaient déjà sur les possibles fraudes à audioprothèses. Je vous prendrai juste un exemple. Pour les audioprothèses, dans la Seine-Saint-Denis, en 2022-2023, on a eu plus de 8 millions d'euros de fraude. Là, c'était bien entendu,
On a contrôlé ex post 200 très importants sur lesquels il y avait une escroquerie en bande organisée. C'est ça qu'il faut voir. Vous allez avoir deux types de fraude, l'escroquerie en bande organisée et la fraude qui vient d'un médecin qui va surfacturer, qui va faire un peu plus d'actes pour augmenter ses revenus. Tout ceci est condamnable. Mais aujourd'hui, il faut quand même lutter très fortement contre cette fraude en bande organisée, puisque les montants sont très élevés, 2 millions, 3 millions, 20 millions d'euros pour certaines enseignes dont je tairai les noms, pour lesquelles on les a déconventionnés. Et donc, pourquoi l'audioprothèse est-elle le symbole de cette fraude généralisée? C'est parce que si vous regardez, si on achète un appareil fait en France, le coût à peu près de 300 euros, il est vendu en moyenne 1 500 euros, donc la marge est de 1 200 euros. Oui, donc c'est vraiment assez lucratif, vous l'avez dit, c'est important. Il y a d'une part une criminalité organisée qui se met dans les failles du système, d'autre part les petites malhonnêtetés des professionnels de santé. Et là, on trouve d'ailleurs une autre vulnérabilité de notre système, c'est la tarification à l'acte. Vous l'avez dit, on peut surfacturer un acte, voire faire des actes inutiles ou carrément déclarer des actes fictifs. Et le tout dans un contexte où on manque de soignants, donc on a tendance à conventionner d'abord et puis après peut-être à contrôler. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une pression de plus en plus importante sur l'assurance maladie pour qu'elle exerce des contrôles. Quels sont ses moyens, quelles sont les méthodes, Franck Bien? Donc ici, déjà, il faut, pour la fraude, la repérer, il faut mettre en place des techniques de sondage. Il y en a 3 qui sont prises en compte, c'est plutôt loin détaillé, donc je n'insisterai pas là-dessus. Mais malgré tout, on va raisonner par sondage, par comparaison. Et après, une fois qu'on a ces éléments de faisceau de preuves, il faut avoir la preuve réelle. Donc là, comment fait-on pour une audioprothèse? Il faut téléphoner à l'ensemble des personnes que l'on suspecte de ne pas l'avoir reçue, pour lesquelles il y a eu déclaration d'un paiement et paiement réalisé. En gros, l'assurance santé, comme on l'a dit, c'est une architecture très complexe. On a plus d'1 milliard d'actes réalisés. On ne peut pas tous les contrôler. Donc, il va falloir faire des sondages aléatoires, et c'est vrai que ceci va limiter un peu la portée. Est-ce que le monde politique a pris conscience de la fraude qui existe depuis très longtemps? Déjà, le Figaro en 2013 parlait de la fraude, et on est en 2024, on dit voilà, on a des résultats exceptionnels contre la fraude, mais peut-être qu'on partait de très bas en termes de contrôle, et aujourd'hui, C'est ce on que dit la Cour obtient... des comptes. Elle dit que l'assurance maladie n'a jamais essayé de contrôler dans son rapport de 2020. Et là, elle s'y est mise et elle voit les montants arriver. Et même, voilà, donc elle s'y est mise. On se rend compte que le montant de la fraude, c'est 4 milliards estimés pour la fraude sociale, 80 milliards estimés pour la fraude fiscale. Mais malgré tout, la Cour des comptes rappelle encore aujourd'hui, et pointe ce fait très important, l'État n'est pas en mesure d'évaluer la fraude aujourd'hui. Ce que vous dites, c'est que c'est quand même très compliqué de contrôler. On fonctionne par sondage. Peut-être l'intelligence artificielle est censée être une piste. Qu'en pensez-vous? Oui, l'intelligence artificielle permettrait de contrôler peut-être la totalité des feuilles de soins et des codages, bien entendu. Et alors là, c'est une piste. Sinon, il y a l'autre piste, mais c'est du côté des assurés. C'est la fusion carte vitale, carte d'identité. Ça, c'est en cours, je crois. Oui, ça c'est en cours, et ça permettrait de limiter l'usurpation d'identité. Mais on pose la question, pourquoi une personne est obligée d'usurper l'identité d'un autre pour se faire soigner? Peut-être est-ce un problème de couverture pour certaines personnes également. Et on retombe sur ce qu'on disait au début, c'est que la fraude des assurés est quand même pas le principal problème. Merci beaucoup, Franck Bien. Je rappelle que vous êtes économiste, maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine. Merci.